Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. Merci d'être avec nous à en parler de notre justice. La justice en France est-elle une institution épuisée? Beaucoup de magistrats le disent. La justice française est-elle en état de délabrement avancé? Certains aussi le disent et le pensent. Le disent et le pensent. Eh bien, vous savez que le ministre de la Justice a annoncé, a présenté un projet de réforme de la justice qui sera bientôt en discussion à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de donner à la justice plus de moyens budgétaires et humains. Derrière cette volonté, nous allons donc ouvrir le débat sur la justice française avec nos invités. Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM-FO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Antoine Savignac, qui est avocat, ex-député LR. Antoine Savignac, bonjour. Et nous aurons tout à l'heure la sénatrice UDI de Lyon, Dominique Vérien. Un rapport a été rendu, rapport co-rédigé d'ailleurs par Dominique Vérien, a été rendu et fait des propositions pour améliorer le traitement des violences intrafamiliales. Mais je reviens vers vous deux pour parler de la justice. Est-ce que la justice française est en état de délabrement avancé, Béatrice Brugère? Alors, écoutez, d'abord, c'est pas moi qui vais le dire, c'est les États généraux qui ont eu lieu, vous savez, maintenant il y a 1 an. Oui. On a eu une espèce de grand moment de débat, j'allais dire un peu démocratique, puisque les citoyens aussi ont été consultés, mais de nombreux experts sont venus parler, et c'est vrai que ce rapport des États généraux de la justice commence avec un bilan extrêmement sévère. Sévère. Très sévère, très documenté d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent on dit oui, la justice va mal, mais là c'est documenté, donc c'est ça qui est intéressant et qui est assez nouveau. Et ce document fait tout simplement le bilan d'un état de faillite d'une justice qui en effet est totalement délabrée. Alors tout ne fonctionne pas mal. Je ne veux pas rester sur cette idée négative, c'est pas vrai, mais tout ne fonctionne pas bien, et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, dans ces états généraux, c'est qu'une fois qu'on a dit que c'était délabré, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ce sera l'objet de notre débat d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, et je crois que c'est ça le plus important, c'est d'identifier les vraies causes profondes qui ont mené à ce délabrement. Parce que tant qu'on ne s'arrête pas sur ce moment de réflexion, en réalité, les solutions ne sont jamais les bonnes. Et je crois que c'est là où il y a une difficulté, c'est qu'il y a aussi une crise de la pensée sur la réforme elle-même. C'est-à-dire que, et je m'arrête là, après je rends la parole, on est sur un paradoxe très particulier, et vous le savez puisque vous avez fait beaucoup d'émissions là-dessus déjà. On passe notre temps à réformer la justice, et au fur et à mesure on constate... C'est comme l'éducation nationale, chaque ministre une réforme. Et on constate comme dans à chaque fois que ça va de pire en pire. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'on sait en France réformer l'institution judiciaire? A-t-on le courage aussi? Je poserai une question. La question autrement. A-t-on le courage et la volonté de vraiment réformer l'institution judiciaire? Je poserai la question. Et de... état de délabrement ou pas? J'aime pas parler. Antoine Savignac. J'aime pas parler d'état de délabrement parce que il y a deux choses. Il y a à la fois effectivement la sonnette d'alarme tirée par les professionnels sur les difficultés que rencontre la justice au quotidien, et ça on peut pas évidemment les nier. Et il y a le problème de confiance des Français. Et je pense qu'il faut que les Français aient confiance en leur justice. Il n'est donc pas complètement, à mon sens, raisonnable de parler d'état de délabrement. Dire que effectivement il y a un certain nombre de problèmes et de difficultés auxquelles sont confrontés l'ensemble des professionnels de justice, c'est une chose. Mais pour réformer, il faut peut-être aussi se poser les bonnes questions. Vous le disiez à l'instant, on accorde chaque ministre finalement accorde de plus en plus de moyens. Et là, c'est particulier. Là, il y a des moyens, moyens importants. Là, c'est particulièrement vrai. Chaque ministre. Mais est-ce qu'on a le courage de se poser les bonnes questions? Alors, quelles sont les bonnes questions? Est-ce que nos institutions judiciaires sont aujourd'hui en corrélation avec le monde dans lequel nous vivons? Par exemple, c'est-à-dire je voudrais qu'on explique bien pour les auditrices et les auditeurs.
Qu'entendez-vous par institution judiciaire? Est-ce que le fonctionnement de la justice aujourd'hui est celui qui correspond à notre société? Il y a l'un des premiers problèmes qui pour moi est essentiel et qui est aujourd'hui encore et qui est depuis longtemps au cœur du débat, c'est la séparation du parquet et du siège. Il y a évidemment les modalités de l'activité judiciaire. On parle, alors on nous dit que ça va arriver, je l'espère et j'y crois, entre autres que les décrets Magendie vont être réformés pour simplifier le fonctionnement des juridictions et leur permettre de s'accélérer. Et puis, il y a un problème, mais vous le savez, qui est un problème qui me tient à cœur aussi, il y a le rôle des professionnels de la justice dans la vie quotidienne et la politisation de cette justice. Alors, oui, Béatrice Brugère, je voudrais faire la distinction. Parquet et siège, le parquet sont les magistrats qui accusent et le siège, ce sont les magistrats qui jugent. Bon, il faut bien faire la distinction parce que les Français, bien souvent, ne savent pas, ne comprennent pas. Mais ce sont des magistrats, les uns comme les autres, ce qui pose problème pour certains. Bien, mais je voudrais être très terre-à-terre. Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais être très terre-à-terre. Qu'est-ce que j'entends? Le problème de la police, n'est-ce pas la justice? Ça, je l'entends sans cesse. Le policier arrête, le juge remet en liberté le lendemain. Les policiers le disent régulièrement, notamment dans les affaires de trafic de stupéfiants. On arrête les délinquants, ils sont libres le lendemain. Le coupable n'est pas en prison, ça aussi je l'entends sans cesse. Que les violences ne restent pas impunies. Les violences restent impunies, je l'entends sans cesse. Ça c'est du concret. C'est l'opinion publique qui pense ça. Pourquoi? Et c'est pas bon. Et c'est pas bon pour la justice. C'est pas bon pour la justice et c'est dangereux. Vous savez, j'ai un exemple. J'ai regardé hier les 2 présumés agresseurs de Monsieur Trogneux sur le plateau de TPMP qui ont été lynchés. Je ne cautionne absolument pas ce qu'ils ont pu faire, mais ils ont subi un interrogatoire de première comparution ou une garde à vue violente avec un certain nombre de chroniqueurs pour faire du buzz. Mais c'est pas bien parce que ça y est, la décision des Français est rendue et c'est l'image qu'ils ont de la justice. On peut pas critiquer les décisions de justice, elles sont nécessairement bonnes puisque ce sont des décisions de justice. Elles peuvent paraître injustes à certains, elles peuvent paraître insuffisantes. Après, il y a aussi, et on le disait en commençant cette émission, il y a évidemment un problème de moyens. À partir du moment où les prisons débordent et ne sont plus capables d'accueillir dignement les prisonniers, il est normal aussi qu'on tienne compte de cette situation dans la politique répressive. Vous voulez dire qu'on ne met pas en prison parce qu'il n'y a plus de place en prison? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Oui, mais ça, c'est une réalité que le... Oui, mais pardon, mais ça, c'est une réalité que le citoyen ne peut pas accepter. Tous les citoyens veulent des prisons, mais quand vous dites que vous allez construire une prison, voyez la levée de boucliers que ça génère régulièrement. Tout le monde en veut, mais personne n'en veut près de chez soi. Voilà. Donc il faut pouvoir répondre à ça. Béatrice Brugère. Non, mais je voudrais quand même qu'on insiste sur cette histoire, cette image véhiculée par l'opinion publique et véhiculée par les policiers aussi. Oui, alors bon, je saute la question d'avant, qui sont les gros problèmes de la justice auxquels vous avez déjà en partie répondu, pour aller sur votre question dont je sens que sur le dur, c'est-à-dire ce qui fait mal. Moi, je pense que il faut pas avoir de tabou sur le débat qui est posé, même s'il est mal posé à mon avis, parce que c'est jamais bon d'opposer des partenaires qui sont sur une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne pénale. Alors ce terme est un peu difficile parfois à comprendre, mais pour faire simple, on est un peu un couple, la police et la justice, un couple qui a l'air de divorcer, mais un couple qu'il va falloir rabibocher quand même, parce que la justice ne travaille que grâce à la police, et la police travaille sous la direction de la justice. Donc à un moment donné, il ne faut pas se tromper dans cette opposition qui est parfois un peu vraie, mais pas tout à fait juste quand même, parce que c'est plus complexe que ça. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que ces critiques, ici et là, que ce soit des citoyens, de la police et même de la justice qui peuvent se plaindre aussi que les PV sont mal faits, que les enquêtes sont mal faites. C'est pour ça que d'ailleurs, parfois, les dossiers ne vont pas jusqu'au bout. La vraie question et la question de fond qui intéresse les citoyens, mais aussi les acteurs de la justice, c'est que aujourd'hui, on est sur un chaos, en réalité. Une forme de chaos, c'est-à-dire qu'on est sur des injonctions contradictoires permanentes. À la fois, on nous demande d'être répressif, et à la fois, comme vous le disiez très bien, on est soumis à ce qu'on appelle la jauge aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de places de prison avec une pression réelle et
et j'ajoute, parce que ça, c'est le plus important et c'est jamais dit, avec un cadre législatif qui nous corsette et qui nous dit la détention, c'est l'exception. Donc en fait, entre les plateaux médiatiques qui, c'est vrai, passent leur temps à mettre en avant des faits divers assez terribles, qui sont notre quotidien, nous, mais bon, qui sont comme ça jetés en pâture sur un débat médiatique, en réalité, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes. D'abord, on a un cadre législatif qui est inadapté. On manque de places de prison, c'est une réalité, quoi qu'on en pense. Alors, je ne sais pas s'il y a des levées de boucliers. Moi, j'ai entendu d'autres parlementaires qui m'ont dit, mais nous, dans notre région, on est d'accord pour construire et il ne se passe rien. Donc, je ne sais pas qui a raison, alors, qui a 3 nouveaux tort. établissements l'année dernière, 6 cette année, voilà. Et d'après ce que dit le ministère, 15 000 places supplémentaires dans les prisons avant 2027. Voilà. Donc, en réalité, c'est pas si simple que ça. On ne peut pas opposer les uns aux autres. Il y a une impulsion qui n'a pas été faite depuis le début du quinquennat, avec une annonce pourtant très forte de construction de 15 000 places. Moi, je pense d'ailleurs qu'il en faudrait encore plus. Je donne juste, et je finis là-dessus, un exemple qui est assez intéressant à votre réflexion. Dans les Pays-Bas, ils ont eu une politique pénale qui est très différente, c'est-à-dire l'inverse de nous. Ils font des courtes peines et ils sont assez répressifs très rapidement, c'est-à-dire ils laissent un peu leur chance, comme ce que nous on appelle le sursis, et après on n'attend pas la 30e condamnation ou la 50e alternative, on va en prison, mais on va en prison de façon très courte. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'idée de mettre beaucoup en prison, si je parlais simplement. En fait, ça a vidé les prisons. Et c'est efficace? Ça a vidé les prisons. Ça a vidé les prisons. Aujourd'hui, en fait, ils ont trop de place. Pourquoi? Donc on met en prison tout de suite pour des peines plus courtes et ça vide les prisons. Ça veut dire que il faut aller un peu plus loin dans le débat. Il faut interroger notre logiciel pénal. Aujourd'hui, notre logiciel pénal est totalement contradictoire. C'est ce que je disais au début. On nous demande d'être très répressif quand on est répressif parce que, contrairement à ce que l'on dit, on condamne beaucoup. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que la peine qu'on prononce est rarement exécutée telle qu'on l'a prononcée, voire pas exécutée. Et c'est là où, en fait, on est sur un déficit de crédibilité pour les citoyens, mais même pour les acteurs de la police, qui disent on ne comprend pas. C'est-à-dire, il est condamné, mais en fait, il ne va jamais en prison. Ou alors, la peine n'est pas exécutée. Ou alors, elle est exécutée tellement tardivement qu'elle n'a plus de sens. Parce que le temps de la peine. Donc, dès le premier délit. Alors, moi, je pense que. Dès le premier délit. Non, en fait, je m'explique. La prison. À partir de quel moment? En réalité, il y a deux critères. Il y a deux critères qui sont importants. D'abord, il faut que les choses soient graves. Ce soit des atteintes aux personnes ou des atteintes graves aux biens. C'est-à-dire qu'on ne va pas être répressif pour être répressif, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit proportionné. Mais des atteintes graves, on en a tous les jours en réalité. Et on le voit, il suffit d'ouvrir le journal avec des règlements de compte, des violences, y compris chez les mineurs de plus en plus graves. Donc je pense qu'il faut absolument... Et il y a un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger qui a écrit sur la violence sur les mineurs. C'est très intéressant. Il faut que... surtout sur les mineurs, qui est un enjeu majeur, excusez-moi du jeu de mots, il faut tout de suite qu'il y ait cette confrontation matérialisée, ce qu'on appelle la butée, avec la sanction. On s'aperçoit que les mineurs disent « Ah mais moi j'ai jamais été condamné », vous regardez leur casier, ils ont 15 mentions, mais en fait ils ne sont jamais allés en prison. Et pour eux, quoi qu'on en pense, tant que vous n'avez pas la rencontre physique ou la rencontre qui n'est pas que symbolique, ils pensent qu'ils ne sont pas condamnés. Ce que vous dites paraît évident, Béatrice Brugère, mais pourquoi je le dis aussi en interne, et je le dis au nom de notre syndicat, parce que... Qui s'oppose à ça? Je réponds à cette question, et après je ne veux pas monopoliser. Je réponds à cette question parce qu'elle est importante, vraiment importante. Nous sommes aujourd'hui dans un système idéologique sur lequel on a dit « Ah mais les courtes peines c'est pas bien, les courtes peines ça crée la récidive ». Moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que les très courtes peines sont très intéressantes, elles ne désocialisent pas, elles permettent d'avoir une réponse immédiate, proportionnée, et c'est là où il faut être inventif, c'est-à-dire qu'il faut créer aussi des établissements pénitentiaires pour des courtes peines. C'est ce que font les pays nordiques. Donc nous on crée des établissements très lourds, très coûteux, où on met des années, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses plutôt légères, adaptées. Et moi, je ne suis pas pour la prison. Il y a plein d'autres solutions. Les travaux d'intérêt général, la réparation, etc. En fonction du délit. Attention, et c'est pour ça que je dis il y a deux critères. Du délit, pas du crime. Il faut bien que ça soit sur des atteintes graves, mais rapides. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le délinquant soit déjà dans un parcours de 15 condamnations, parce qu'après, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'il est déjà endurci. Dès la première condamnation, il faut intervenir. Également. Voilà. Bon, donc c'est une solution. 11h17. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. 11h17.
petite pause. Je suis obligé de faire une petite pause. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, je voudrais poursuivre avec vous, Antoine Savigna. Je rappelle que vous êtes avocat, ancien député LR. Je voudrais poursuivre sur la délinquance des mineurs et le jugement des mineurs. Béatrice Brugère, mineure ou majeure, vient de poser le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La police qui nous dit mais c'est la justice qui ne nous aide pas. Bon, il y a effectivement la police qui administrativement ne fait pas tout ce qu'il faut parfois, mais souvent c'est la justice. Et c'est vrai qu'on n'emprisonne pas tout de suite. On n'emprisonne pas tout de suite pour plusieurs raisons. Enfin, bon, oui. Il y a deux, je pense qu'il y a deux justices des mineurs. Il y a celle qui abonde dans l'actualité chaque jour, qui sont la situation des mineurs non accompagnés, délinquants, qui traumatisent un certain nombre de quartiers et un certain nombre de territoires. Et puis il y a, j'allais dire, la délinquance plus classique des mineurs. Aujourd'hui, on n'emprisonne pas. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la dernière réforme et jusqu'à l'instauration d'un code, la procédure était ainsi faite qu'elle était longue et que la plupart des mineurs étaient jugés majeurs. Donc ils ont le temps de réitérer les délits. Et parce que le fondement de la justice des mineurs, le fondement idéologique, c'est qu'elle est accompagnatrice, c'est qu'elle est éducative et qu'elle n'est pas là pour sanctionner le mineur. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ? Vous savez, il y a tellement de sujets. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour réformer la justice, on devrait arrêter de s'interdire certaines questions et s'adapter au monde dans lequel on vit. Et il y a tellement de sujets qu'on devrait oser aborder et se dire que confronté à des atteintes aux personnes d'une extrême violence, comme on peut le constater régulièrement, eh ben, est-ce qu'on ne doit pas changer, déplacer le curseur et dire que là, dans cette situation-là, eh bien, la justice, elle est aussi là pour sanctionner. On revoit le code pénal, on construit des établissements, des prisons plus petites. C'est ça, Béatrice Brugère ? Oui, alors je voudrais répondre sur les mineurs. C'est vraiment pour moi très important. Sur les mineurs, parce qu'en fait, les mineurs, c'est la jeunesse de toute notre délinquance. On va quand même pas se leurrer. On a deux problèmes, vous l'avez dit. On a le problème des mineurs non accompagnés, qui a fait l'objet de plein de rapports, etc., sur lequel finalement personne n'arrive trop à démêler tout ça. Je pense que c'est aussi une question politique sur les mineurs, de contrôle des frontières, puisque maintenant on sait que c'est des réseaux criminels parfois qui exportent leurs mineurs. Pourquoi ? Parce qu'on a justement la possibilité en France d'être irresponsable en dessous de 13 ans, qu'on utilise dans les réseaux criminels ces mineurs, et comme ça, j'allais dire, on risque pas grand-chose. Mais sur la délinquance des mineurs, il faut s'interroger sur les stupéfiants, sur la problématique de l'éducation nationale qui s'effondre, dont qu'il faut mettre en parallèle, sur les problèmes des violences, et on le verra d'ailleurs sur les violences faites aux femmes et aux mineurs, sur le trafic des armes. Mais on a opposé de façon dramatique en France, et ça c'est idéologique, sur les mineurs, l'éducatif et le répressif. Moi je pense que c'est ça le problème majeur. C'est qu'en fait, l'éducatif peut être une sanction. Et en réalité, on a dit non, soit c'est répressif, soit c'est éducatif. Mais il y a des mesures, des sanctions qui sont de l'éducation. Et c'est là où, en fait, on a tout faux. C'est que du coup, soit on dit ah non, mais il faut pas faire de répressif, c'est méchant, soit il faut faire que de l'éducatif. En fait, les deux sont liés. Une bonne sanction est une mesure éducative. Et pour éduquer, parfois, il faut sanctionner. Deuxième erreur, on a fait un code qui aujourd'hui, dont on faisait le constat que la justice des mineurs était trop lente. Et là, on revient au problème que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'une justice qui est trop lente est une justice qui arrive trop tard. Et quand elle arrive trop tard, mais bien sûr, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Pire, elle peut même avoir des effets négatifs en cascade. Or, la dernière loi, pour faire simple, a instauré une césure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une césure ? Elle a dit, bon, pour aller plus vite, ça c'est artificiel, on va aller très vite pour dire il est coupable, il n'est pas coupable, très bien. Et par contre, on prendra son temps, parce que tout ça, c'est très intéressant, pour donner après la sanction. Mais c'est l'inverse qu'il fallait faire. Un mineur, il est dans une temporalité qui n'est pas celle des majeurs. S'il n'a pas tout de suite la sanction, il ne comprend pas, il est passé à autre chose, etc. Et les délais... la culpabilité, ce qui le fait rentrer dans le champ de la récidive. Non, pas du tout. Les délais aujourd'hui sont tels, parce qu'en fait, il faut fonctionner avec les vrais effectifs et pas sur le texte. C'est qu'aujourd'hui, en rajoutant de la césure, on rajoute 2 fois plus de travail au juge des enfants qui déjà
n'arrivaient pas à tenir leur délai. Donc, en fait, ces bonnes idées sont catastrophiques sur le plan de l'action pénale. Donc, si je vous écoute bien... Plus, on a supprimé les peines de prison d'1 mois pour les mineurs, qui était un outil intéressant. Il faut effectivement revoir cette justice à la fois des mineurs et le premier délit, punir dès le premier délit, construire des... En tout cas, répondre de façon réelle. Ferme et réelle dès le premier délit. Et ensuite construire des établissements plus petits, mais vraiment les construire, parce que les lenteurs administratives font que pour construire un établissement pénitentiaire aujourd'hui, il faut 7 ans. Des années dans notre pays. Oui, mais ça, Monsieur Bourdin, c'est toute la problématique de la France qui est engluée, pour pas dire sclérosée, dans une bureaucratisation techno-centralisée, je sais pas comment il faut dire, enfin bref, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre en place des actions rapides, c'est impossible. Antoine Savigny, vous avez un exemple. Oui, j'ai vécu l'exemple, j'ai effectivement vécu l'exemple en tant qu'élu, et aujourd'hui, pour faire sortir, à partir du moment où la décision est prise de construire une maison d'arrêt ou une prison ou un centre de détention, il faut 7 ans. Il faut 7 ans parce que la lourdeur, l'administration, pas pour la construire techniquement, pour la construire il faut les services. 2 ans, quoi, il en faut 18 mois, entre 18 et 20 mois pour la construire. Mais l'ensemble des études fait que aujourd'hui on tombe dans cette effectivement lourdeur administrative qui fait qu'on ne peut pas apporter de réponse effective. Si jamais en plus vous avez une plante rare sur le terrain, alors là vous êtes mort. Voilà, c'est ça, ou une grenouille. Ou une grenouille, vous êtes mort. Non mais voilà, donc il y a effectivement cette lourdeur administrative qui fait en plus cyniquement que dans un temps politique et dans un quinquennat, un président de la République qui ne penserait faire qu'un quinquennat ne lancerait des constructions de prisons mais n'en tirerait jamais les fruits. Il ne les verrait jamais. Ça veut dire que la justice est entravée dans son efficacité. Totalement, parce qu'aujourd'hui... Totalement par ça et pas que par ça d'ailleurs. Je vous rappelle, on a eu une circulaire d'ailleurs que notre syndicat a attaqué devant le Conseil d'État avec succès, qui demandait sous le Covid de libérer, on a libéré en place de prison, et on nous a demandé de ne plus incarcérer au parquet, c'est-à-dire de ne plus mettre à exécution. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de ne pas mettre à exécution des peines de prison qui a été prononcée. Et à partir de ce temps Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une dialectique pour dire ah non mais maintenant il faut rester sur le niveau du Covid, c'est-à-dire moins 15 000 places, et il ne faut surtout pas incarcérer. Et on a eu pour les magistrats une obligation qui est quasi impossible d'ailleurs d'aller regarder les conditions d'incarcération. Alors on a 2 problèmes. Un, on n'a pas restauré, rénové depuis longtemps, et c'est vrai qu'on n'a pas des bonnes conditions dans certains établissements pénitentiaires, et c'est pas normal, et c'est honteux qu'en France on en soit encore là. Et ça, c'est le politique qui n'a pas investi depuis des années, parce qu'il n'y a pas que construire, il y a aussi rénover, et ça n'a pas été fait, si vous voulez. Et deuxièmement, si vous voulez, il n'y a pas cette volonté politique. Là, on a perdu des années depuis le début du quinquennat, des annonces, puisque vous dites qu'il faut du temps, mais on est déjà à 5 ans, donc il nous reste rien n'a été vraiment lancé de façon massive parce qu'il y a une idéologie anti-prison. Encore une fois, je pense qu'il y a d'autres aspects dans la surpopulation. D'abord, on a beaucoup de détenus étrangers sur lesquels on pourrait travailler. Ensuite, je pense que on a un problème avec les longues procédures parce que les détentions provisoires sont également dans les mêmes établissements. Il faut séparer la détention provisoire des condamnés définitifs. D'abord, sur le plan des principes, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas condamné, vous êtes présumé innocent. Et sur le plan, en plus, j'allais dire, de la non-contamination, on va dire, puisqu'on parle toujours de l'école du crime, c'est quand même intéressant de ne pas mettre des gens avec des délinquants chevronnés condamnés. Et en plus, ce sont des établissements qui pourraient être beaucoup plus légers, construits de façon différente, avec des systèmes de sécurité un peu plus allégés, plus adaptés. Bien. Alors, nous allons voir, dans la deuxième partie, je voudrais parler de l'indépendance de la justice quand même, parce que à l'image de la condamnation de Nicolas Sarkozy, il y a un débat, Nicolas Sarkozy qui accuse la magistrate, la présidente de la Cour d'appel, d'avoir été l'une de ses opposantes à sa proposition de réforme de la justice, c'est en 2009 je crois, et l'indépendance de la justice, alors il y a des propositions qui sont faites ici ou là, et puis nous allons appeler Dominique Vérien, sénatrice UDI de Lyon, à propos de ce rapport rendu ce matin, rapport qui insiste sur l'importance de la communication entre les différents acteurs des juridictions afin d'améliorer la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. À tout de suite, 11h30.
Jean-Jacques Bourdin. Bien, dans la deuxième partie, nous allons aborder l'indépendance des magistrats et parfois les idéologies qui envahissent les tribunaux, qui envahissent les écoles, et notamment l'ENM, l'École nationale de la magistrature, idéologie souvent de gauche d'ailleurs. 11h33, mais auparavant, je voudrais que nous appelions Dominique Vérien, qui est la co-autrice, sénatrice UDI de Lyon, co-autrice de ce rapport rendu ce matin sur la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Dominique Vérien, bonjour. Allô, Dominique Vérien, dans un instant, dans 2 minutes. Bon, alors, je commence avec vous, Béatrice Brugère. Oui. On a parlé des lenteurs, on a parlé... Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est l'indépendance des magistrats. Parce que là aussi, il y a un vrai débat. Est-ce que... moi, quand je vois ce qui s'est passé à Mayotte, l'opération Wambushu, avec les magistrats qui se sont érigés, qui ont freiné sans cesse, qui ont voulu freiner sans cesse cette opération, est-ce qu'il y a dans la magistrature, chez les juges, une politisation maintenant excessive? Je vous pose franchement la question. Alors, l'indépendance des magistrats, c'est surtout l'indépendance de la justice, qui est une notion qui est reconnue d'ailleurs par le Conseil constitutionnel. Et c'est pas l'indépendance des magistrats en tant que j'ai ma subjectivité, je fais ce que je veux. Et il y a peut-être un glissement, d'ailleurs, le livre de Jean-Jacques Urvoas, qu'on va peut-être évoquer, voilà, qui vient d'écrire un livre justement sur ce sujet, qui est très intéressant. Marque un peu ce glissement, c'est-à-dire qu'on part de l'indépendance de la justice, qui est une notion extrêmement importante dans l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire ne pas faire pression, égalité des citoyens devant la loi, c'est ça l'indépendance de la justice, à un glissement sur une espèce d'indépendance des magistrats, c'est-à-dire, sous-entendu, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Bon, c'est pas si simple et ça marche pas comme ça non plus. Il est normal que les magistrats du siège, parce que vous parlez de Mamoudzou, ce sont des magistrats du siège là, et pas du parquet d'ailleurs, qui ont des garanties, qui jugent, voilà, qui ont des garanties d'indépendance pour éviter évidemment des pressions, qui sont l'inamovibilité, etc., ne doivent pas se convertir entre guillemets sur une subjectivité au service peut-être d'une idéologie, concret, au service d'une idéologie. Encore plus concret. Et la question à ce moment-là, qui est très importante sur Mamoudzou, c'est la question d'abord d'appliquer le droit. Vous avez vu que la Cour d'appel a rectifié ce jugement, puisque la Cour d'appel a infirmé, c'est-à-dire contredit la décision de la première instance, qui n'était pas une décision qui était qualitative en termes de droit. Donc ça pose une question. Est-ce que ce magistrat l'a fait exprès ou pas? C'est-à-dire, c'est votre question. Est-ce que là, il y aurait un soupçon, j'allais dire, de politisation du magistrat, de parti pris. Et la deuxième question, c'est surtout cette question, c'est l'impartialité. C'est ça qu'on demande aux magistrats. C'est-à-dire de ne pas utiliser leurs fonctions pour les mettre au service, soit d'une politisation, soit d'une idéologie. Alors, je vais aller plus loin. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, je voulais dire que Mamoudzou, dans l'absolu, on l'oublie. Il y a eu une décision, il y a eu un appel, le droit est rendu. Le problème, c'est la politisation du magistrat. Quand le syndicat de la magistrature va manifester contre un projet de loi tendant à faciliter l'éviction des gens qui squattent les habitations. En disant, alors évidemment, politiquement, c'est facile à faire passer, on va défendre le plus pauvre, voilà. Mais moi, je suis avocat. Demain, mon client a sa maison qui est squattée. Je vais aller plaider devant un magistrat dont je ne sais pas, parce que les magistrats syndiqués sont protégés et n'ont pas à le faire savoir, dont je ne sais pas si ce magistrat fait partie du syndicat de la magistrature et a pris fait et cause pour. Parce que si je le savais, évidemment, je ne serais pas dans la même position. Il n'y aurait plus d'égalité des armes, puisque je me retrouverais face à un militant de la cause adverse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins d'impartialité qu'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de politisation? Ce que vous dites, est-ce qu'il y a plus de politisation qu'avant? Je crois que ce que vous dites est très important, parce qu'il y a quand même deux sujets dans le sujet. D'abord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le syndicalisme est quelque chose nécessaire. Et je suis à tête d'un syndicat, donc je peux le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un syndicalisme judiciaire en France, depuis les années 60 d'ailleurs, 68 plus exactement, qui ont un parti pris politique affiché, revendiqué. La question, elle est là. C'est-à-dire, et c'est une singularité. Est-ce qu'un magistrat doit revendiquer une appartenance politique? Vous avez la réponse dans la loi organique. C'est qui est notre statut. Je crois que c'est l'article 10 ou 11, je ne sais plus, qui dit qu'un magistrat a le droit de se syndiquer, mais un magistrat n'a pas le droit de faire des délibérations politiques.
Oui. Et c'est là où il y a un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, notre statut nous oblige peut nous permettre de nous syndiquer. Et tant mieux. Moi, par exemple, je revendique un syndicat dépolitisé, qui soit justement sur une réflexion sur le statut, mais aussi sur l'intérêt général. Mais par contre, je pense que le syndicalisme judiciaire aujourd'hui ne peut pas avoir des parti pris politique ou des attaques envers des hommes politiques. Est-ce que l'école, il est devenu militant? Oui, et c'est ça la vraie question. Le magistrat est devenu militant. Enfin, pas tous, mais est-ce que certains magistrats sont devenus des militants? On a, à mon avis, une réflexion très importante à avoir. Et aujourd'hui, on a devant l'Assemblée et le Sénat un texte de loi organique qui, à mon avis, devrait clarifier sans doute ça, parce que le syndicalisme est quelque chose de très important qu'il ne faut pas attaquer. Ce qu'il faut attaquer, c'est ces dérives. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce que l'école nationale... Moi, j'aime bien les questions directes. Moi, j'ai un exemple simple. Et à l'époque, je m'étais longuement exprimé. Et j'avais démissionné de la CJR. Quand les 2 premiers magistrats de France signent une tribune dans Le Monde, que 2 mois et demi après, le syndicat de la magistrature dépose une plainte, et que dans la foulée, immédiatement, ce signataire de la tribune dans Le Monde, qui était le François Molins, ouvre un dossier à l'encontre du garde des Sceaux, je me dis quel est le rôle de chacun. Ils disent qu'ils suspectent le garde des Sceaux de prise illégale d'intérêt. Le syndicat de la magistrature dépose plainte et ils ouvrent une enquête un dossier devant la CJR. Ils font clairement de la politique. Ils font clairement de la politique. Ils participent à la vie politique. Alors, donc l'indépendance des magistrats est remise en cause. Sur le dossier de la CJR, la chronologie n'est pas tout à fait celle-là. On va pas débattre. Voilà. Mais il ne faut pas instrumentaliser non plus. Je le dis simplement. Mais moi, je pose une question, Béatrice Brugère. Est-ce qu'aujourd'hui, l'École nationale de la magistrature, qui est l'école numéro 1, est... comment dire, pénétré par le syndicat de la magistrature. Alors, écoutez, moi aujourd'hui, est-ce que franchement, aujourd'hui, tous les futurs magistrats sont plus politisés qu'auparavant? Je pense que ce serait un peu simpliste de dire ça. Ce qui est sûr, c'est que l'École nationale de l'École nationale de la magistrature a souvent été dirigée par des figures du syndicat de la magistrature. Ça, c'est une vérité, mais pas que. Et moi-même, qui suis passée par l'École nationale de la magistrature, je n'ai pas adhéré au syndicat de la magistrature. Donc, c'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est comme quand vous êtes à l'université, c'est pas parce que vous avez un professeur... mais je pose la question. Oui, mais c'est pas parce que vous avez un professeur de gauche que vous êtes de gauche, ou un professeur de droite que vous êtes de droite. En réalité, ce qu'on attend d'un magistrat, c'est et c'est ça qu'on n'apprend peut-être pas assez à l'École nationale de la magistrature, c'est le discernement, c'est l'impartialité, c'est la qualité... Vous ne répondez pas à ma question, c'est-à-dire que... C'est la loyauté du serment du magistrat. Mais votre question, elle est juste, Jean-Jacques Bourdin, elle est totalement juste. Je viens de vous répondre. Très souvent, l'École nationale de la magistrature a été dirigée, et parfois par des professeurs, mais pas que, par des magistrats qui étaient au syndicat de la magistrature. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est plus qu'avant ou pas? Je pense pas que la magistrature soit plus syndiquée que le reste. Non. Et d'ailleurs, il faut savoir, parce que ça, personne ne le sait, c'est qu'aujourd'hui, le corps de la magistrature est quasiment à près de 40% fait de recrutement extérieur qui passe très peu par l'école de la magistrature. Et tant mieux. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Je crois que la vraie question... Non, la vraie question, vous l'avez posée tout à l'heure, c'est celle de la politisation de certains magistrats qui s'expriment par la voix syndicale de certains syndicats qui, en effet, heurtent. Et on a eu la jurisprudence du mur des cons, je vous le rappelle. Oui, je rappelle, oui. Voilà. Et le syndicat de la magistrature a été condamné, d'ailleurs, pour ça. Oui, c'est vrai. Bien, nous allons prendre Dominique Verrien juste après la pub, très vite. Il est 11h42. Jean-Jacques Bourdin. Dominique Verrien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice UDI de Lyon. Alors, sur l'indépendance de la justice, vous vouliez vous mêler au débat? Oui, j'aurais bien voulu. Alors, allez-y. Je suis rapporteur sur le but de la justice. Oui, je sais, oui. Alors, allez-y. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on doit se poser la question d'avoir un juge qui, le matin, distribue des tracts contre quelque chose et qui fait interdire cette chose-là le soir. Au moins, à minima, il devrait se déporter dans ces cas-là, je pense. Oui. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Voilà, non, je vous dis, parce que les Français ont un mauvais regard, si je puis dire, sur leur justice. Lenteur, on en a parlé. On a parlé aussi de les policiers qui répètent sans cesse que les peines ne sont pas appliquées. Enfin, il y a des réformes à faire. On a une des justices les plus rigoureuses de l'Europe.
Seuls les Anglais nous battent en Europe par rapport aux peines d'emprisonnement, y compris à leur réalisation. Oui, enfin, c'est pas ce que disent les policiers, hein, Dominique Verrien. Ah oui, non, mais chacun le voit selon son prisme. Hein. Le policier voit le délinquant, le policier voit le délinquant dans la rue, le délinquant arrêté la veille. Hein. Oui, non, mais tout est améliorable, on est tout à fait d'accord. Bon, Dominique Verrien, sur la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, vous avez rendu votre rapport rédigé avec Émilie Chandler, qui est députée Renaissance, oui, du Val d'Oise. Dominique Verrien, vous dites il faut absolument que la communication, une meilleure communication s'installe entre les différents acteurs des juridictions. Tout à fait. Pour éviter que le juge des enfants prenne des décisions en méconnaissant la situation familiale de l'enfant, pour que le juge aux affaires familiales prenne une décision concernant éventuellement d'ailleurs la garde des enfants en méconnaissant la situation familiale, et que le juge pénal prenne une décision sans en informer le juge aux affaires familiales par ailleurs. Il faut absolument que tout le monde puisse se parler et qu'on regarde bien une situation globale, une situation familiale, et non pas seulement pour caricaturer monsieur qui a tapé, madame qui demande le divorce et l'enfant qui est victime dans tout ça. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Eh bien, pas partout. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de progrès de fait et un certain nombre de juridictions ont déjà commencé à s'organiser comme nous le préconisons, mais pas toutes. Donc là aussi, il y a une marge de progression. Et vous préconisez la création de pôles spécialisés dans les tribunaux permettant la constitution d'équipes dédiées et formées au traitement des cas de violence intrafamiliale. Oui, la formation, c'est ce qu'il y a de plus important, me semble-t-il, parce que si on ne sait pas qu'une victime de psychotraumatisme ne génère aucune empathie et que du coup, on la croira moins en général que celui qui lui a tapé dessus. Si on ne sait pas ce que c'est que le contrôle coercitif, eh ben on passe à côté des cas et on ne se rend pas forcément compte de la gravité, on ne sait pas forcément bien accompagner la victime. Donc la formation, c'est quelque chose d'important. Et à tous les niveaux, y compris les services sociaux, y compris les médecins, les infirmières, tous ceux qui sont au contact et qui pourraient en fait être témoins de choses, le fait d'être formés, ça permettra de mieux détecter, de mieux signaler et donc de mieux protéger. Alors, restez avec nous, Dominique Verrien, si vous pouvez. Nous allons terminer notre débat autour de la justice en France. Je posais la question au tout début, état de délabrement avancé de la justice. Est-ce que la justice française est en état de délabrement avancé? Nous avons abordé plusieurs points, mais maintenant, je voudrais qu'on parle des magistrats. Les magistrats, les procureurs doivent-ils être indépendants? Oui ou non? Vous répondez brièvement. Est-ce qu'il faut une indépendance des procureurs, indépendance des magistrats du parquet? Est-ce qu'il faut que les magistrats du parquet soient plus indépendants? Indépendance de qui? Par rapport à qui? Par rapport au pouvoir. Par rapport au pouvoir. Oui, mais alors d'où cette autorité tiendra justement sa légitimité? Un vote des Français. Pour élire les procureurs. Et des comptes, et des comptes rendus aux Français. Donc le procureur n'est plus un magistrat. Le procureur devient un élu choisi des Français auquel il devra rendre des comptes. Non, je vous dis ça. Je vous dis ça parce que certains défendent cette idée. Je vous pose la question. Il y a un problème de légitimité. Si le parquet est totalement indépendant du pouvoir exécutif, il ne tient plus. Je vous rappelle qu'on parle d'un pouvoir et d'une autorité. Donc vous n'êtes pas du tout partisan d'une indépendance du parquet? Mais absolument pas. Il faut, je le disais tout à l'heure, il faut séparer le parquet du siège pour que les choses soient claires. C'est illisible pour les Français. Vous savez, un jour vous allez au tribunal, vous voyez un individu qui prend des réquisitions contre vous, et puis vous revenez 2 ans après, et il est votre juge sur votre expulsion parce qu'il est passé du parquet au siège. C'est pas le même métier, c'est pas la même phase. Et la vraie indépendance, c'est celle-ci. Il y a trop d'interactions en plus en pratique qui rend ça illisible pour les Français entre le siège et le parquet. Donc la vraie indépendance, c'est ça. Et vous savez, plus les procureurs obtiendront leur indépendance, plus les préfets obtiendront de pouvoir.
C'est évident, parce que l'exécutif aura besoin d'avoir une politique menée sur le territoire. Donc il faut absolument garder ce lien. Ils devraient garder leur autorité Béatrice avec Brugère, ce lien. Vous êtes d'accord ? Non, en quelques secondes c'est compliqué, puisque ça fait 30 ans que ce sujet est sur la table, donc ça va être compliqué de vous donner une réponse en 2 secondes, mais je vais essayer. 30 ans qu'on est sur une problématique institutionnelle qui est un modèle, et vous avez raison, il y a plein de possibilités. D'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas en a proposé une aussi, qui est la séparation des magistrats du parquet et du siège, pour toutes les raisons qui sont évoquées ici. Je crois qu'aujourd'hui, si on ne pose pas ces questions dans un débat public, on va continuer à avoir toujours la même méfiance et la même défiance. Moi, j'ai pas de tabou sur le fait de poser le problème. Alors, quelle question poseriez-vous ? En réalité, on a un parquet, ce qu'on appelle d'ailleurs un parquet à la française. On est un peu les seuls en Europe à avoir un système un peu hybride, en effet, où les parquetiers sont à la fois magistrats, peuvent devenir magistrats du siège, redevenir à la chancellerie, etc., etc. Les Italiens ont fait des allers-retours. Oui, les Italiens, ils ont répondu il n'y a pas longtemps à cette question par des sas de décontamination, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire empêcher la mobilité. Alors, ce sujet, il est extrêmement important. C'est 2 visions de la justice qui s'opposent, 2 visions. Mais ce que je peux dire simplement, c'est quelle que soit la solution que l'on a, le parquet, il va bien falloir qu'il dépende de quelqu'un. S'il ne dépend pas du pouvoir politique, il va dépendre de l'institution, c'est-à-dire d'une autre dépendance qui est celle des chefs. Donc tant qu'il n'y a pas une vraie réforme interne de gouvernance, de RH, de vision politique, et en effet, moi je ne suis pas fermée, mais si vous voulez, au débat, mais c'est difficile d'y répondre comme ça en quelques secondes. Ce qui est sûr, c'est que ce débat, il n'a pas été tranché dans les États généraux, personne n'y va, et c'est un tort parce que ce débat complexifie, et je sais que c'est pas votre question, notre procédure pénale aujourd'hui. Alors Béatrice Brugère, à la lumière de ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy accuse la présidente de. Là c'est le siège. Là c'est le siège. C'est oui, c'est le siège. Ah bah oui. C'est vrai que c'est le siège. Mais non, puisque je voudrais terminer sur l'indépendance de la justice. Là, il accuse et il laisse entendre que cette magistrate n'est pas impartiale. Qu'elle était partiale. En réalité, il y a plusieurs questions. Il y a les questions de droit sur les écoutes qui vont être tranchées à la Cour de cassation avec une loi qui est arrivée, qui est très importante sur les questions de la loyauté de la preuve. Et ce qu'il a dit, et dès le départ, c'est ça qui a aussi un peu faussé et qui a mis le discrédit, c'est de dire le parquet, on revient sur votre question, a fait une enquête un peu dérivante en off par rapport aux juges d'instruction. En fait, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que ceux qui ont critiqué les juges d'instruction, y compris Nicolas Sarkozy, en disant que c'était le pire du pire, aujourd'hui se rendent compte que la problématique du parquet, où on a moins de contradictoires, où le parquet est peut-être plus politisé, est un sujet majeur. Donc, mais enfin, le parquet réclamait un sursis total dans l'affaire Sarkozy. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donné beaucoup de pouvoir au parquet, peut-être beaucoup trop d'ailleurs, et on a beaucoup critiqué les juges d'instruction. Or, on s'aperçoit, et maintenant, que c'est les juges d'instruction qui permettent plus de contradictoires. Être direct dans ma question. Est-ce que Nicolas Sarkozy a raison de critiquer la magistrate? Non, moi je pense que ce qu'il a raison, c'est de faire du droit, c'est-à-dire un pouvoir en cassation, parce qu'il y a des vraies questions de droit qui vont être posées. Sur les écoutes. Et ça va être très intéressant de voir la réponse. Évidemment, Dominique Vérien. Aujourd'hui, plus rien ne serait possible. Ces écoutes seraient impossibles. Je sais. Dominique Vérien, qu'en pensez-vous? Que c'est effectivement un long débat, le débat de l'indépendance des procureurs. Je ne crois pas d'ailleurs que même ceux qui demandent aujourd'hui l'indépendance demandent une indépendance totale. Ce qu'ils demandent, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature nomme les procureurs et non plus seulement fasse une proposition, qui d'ailleurs est toujours suivie par les ministres. Les politiques. Par les politiques. Donc l'idée, c'est ça. Mais ce que propose Jean-Jacques Urvoas, c'est vraiment une séparation des 2 corps. Or, il y a très peu de procureurs, et le fait de séparer les 2 corps, il y a un vrai risque de ne pas forcément trouver de vrais candidats pour devenir procureur. 2110 procureurs en France. 2000 sur 8000. Ça reste un beau métier que de porter la parole des Français. Comment ? Ça reste un beau métier que de porter l'accusation dans l'intérêt de la société. Je pense qu'il y aura des candidats. Il y a d'ailleurs beaucoup de magistrats qui ne font des carrières
qu'au parquet, parce que c'est une vocation pour eux. Il y a aussi un problème dans ce basculement du siège au parquet, c'est le fonctionnement de la carrière du magistrat. C'est-à-dire que beaucoup de magistrats acceptent un poste, vous êtes au parquet, vous acceptez un poste au siège dans une autre juridiction juste parce que ça vous permet de prendre votre grade et d'avoir votre évolution de carrière. Si on décorrélait tout ça et qu'on laissait les gens prendre leur grade au poste où ils sont, qu'ils occupent bien et avec passion, et vous savez, pour un procureur, la connaissance du territoire, c'est aussi très important. Les procureurs qui changent trop souvent, ils n'ont pas la connaissance d'un territoire. Je rappelle que le procureur conduit l'accusation. Mais voilà, c'est ça. Et ça reste un beau métier. Ça reste un très beau métier. Mais on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas réglé les problèmes fondamentaux, qui sont les problèmes de RH, de constitution, de délimitation, de transfert de mobilité, qui en effet brouillent le message. C'est pour ça que moi je pense que le débat doit être posé de façon sereine. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on tourne autour. Et ça nous pose des vrais problèmes parce qu'on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et du coup, on est obligé de faire du bricolage. Vous avez vu que réformer en France, c'est difficile. Vous savez, là, on a terminé, mais je voudrais juste, quand je réfléchis à ce que nous avons dit, je vois qu'aucune réforme n'est vraiment engagée, que tous les sujets que nous avons abordés, aucun n'est mis sur la table. Alors ils sont mis, mais parfois elles sont mal faites ces réformes, donc on recommence en permanence. C'est-à-dire que, et c'est là où je pense qu'il faut plus réformer, et d'ailleurs Jean-Jacques Urvoas le dit dans son livre, il faut refonder de façon claire et définitive un modèle de justice français. Tant qu'on continuera à réformer, même les moyens qui sont très importants, ils vont buter, et c'est la Cour des comptes qui le dit, sur un problème de RH, d'obsolescence, de mauvaise gestion, etc., etc. Donc la RH et les ressources humaines, excusez-moi, et les compétences de ce ministère sont un élément majeur pour avancer sur les questions de justice. Mais les questions fondamentales, ne sont pas mises sur la table et ne sont pas posées. Ça c'est la France. La réforme en France est un tabou. Mais il faut refonder, il faut réformer. Il faut quand même réformer la justice. Il ne faut pas la réformer, il faut réfléchir à un nouveau modèle. Oui, vous avez raison. C'est un propre modèle. Oui, parce que le mot réforme maintenant égale modèle. On fait que ça, de réformer. Il ne veut plus rien dire. Bien, merci beaucoup. Merci à vous les trois d'être avec nous. 11h58, vous êtes sur Sud Radio.